Mais justement, en fait, si on regarde à l'échelle internationale et en particulier européenne, pendant la campagne des municipales, le Parlement a ratifié le traité de Lisbonne. Donc, quelque part, en fait, il y a un pas qui a été fait. Est-ce que, dans un sens, est-ce que c'est foutu? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Est-ce que le sort est scellé? Ça y est, CCC, la filiale de Carlyle, dont vous avez mentionné la faillite, a succombé parce qu'il y a eu un appel de marge. On a appelé ça l'appel de marge d'enfer. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, vous avez emprunté tant, maintenant remboursez une partie, qui était une partie relativement limitée, de l'ordre de 10 à 20%. Elle ne pouvait pas, elle dit non, je ne peux pas. Faillite. Et bien là, on a dans le Parlement quelque chose qui est un pacte avec le diable, au moment de l'appel de marge d'enfer. Pacte avec le diable, pourquoi? Parce que ce Parlement français a admis qu'on lui présente, sans discussion, un texte qu'il n'avait pas élaboré, qui a été élaboré dans un contexte hors d'instances élues, par une convention de gens qui sont réunis avec M. Amato ou d'autres, qui ont élaboré un texte qu'on a fini à prendre ou à laisser au Parlement. Et le Parlement n'a pas eu de droit d'amendement. Donc ni droit d'initiative, ni droit d'amendement. Il y en a eu ce Parlement qui a en fait renoncé à ses prérogatives républicaines et démocratiques. Ce qui est absolument scandaleux. C'est ce que j'appelle un pacte avec le diable. C'est le pacte du docteur Faust des parlementaires. Alors, c'est dramatique parce que ce traité européen, dit traité européen simplifié, reprend le texte que les Français avaient rejeté, celui le 29 mai 2005, le texte de la soi-disant Constitution européenne, ou traité constitutionnel européen, comme si une chose comme ça pouvait exister, c'est un drôle d'animal. Mais les Français avaient dit non. Et maintenant, on leur présente la même chose sous une autre forme, et le Parlement dit oui. Donc le Parlement contredit le vote de son peuple, c'est scandaleux, dans un traité qui inclut la prééminence, en réalité, pour toute clause d'assistance mutuelle, de l'OTAN. Et on dit, voilà, les pays doivent être soumis aux engagements qu'ils ont pris auprès de l'OTAN. On dit, voilà, c'est subordonné aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui restent pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective à l'instance de sa mise en œuvre. Et certains, comme M. Kouchner, disent, il faut absolument qu'il y ait une défense européenne, une défense de l'OTAN associée. Donc voilà, l'OTAN, qui était prévue pour faire face au danger d'une invasion par les pays de l'Est, par l'Union soviétique de l'Europe, qui devient une instance internationale, se déployant aux zones, se déployant partout, et devenant une sorte de force impériale. C'est absolument inadmissible, il était inadmissible que l'on soit, par exemple, en Afghanistan, déployé dans une guerre sans issue, dans une guerre, comme certains militaires, Georges Lain, me l'a-t-on dit, qualifie de merdier. Il y a cette situation, l'OTAN. Il y a aussi le fait que voilà une Banque Centrale Européenne qui n'est pas élue et qui a pour tâche de réprimer l'inflation. Ce qui, dit-on, est quelque chose de tout à fait moral. Mais en réalité, réprimer l'inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire entre les lignes. Ça veut dire faire baisser le niveau de vie des gens qui sont employés, qui sont travailleurs. Parce que l'inflation, dans une circonstance comme celles qui sont les nôtres, comme celles dont on a parlé de la crise financière et monétaire, c'est produit par le système financier et monétaire dans lequel on est. Et on traite les salaires comme variable d'ajustement. Parce qu'il n'y a plus le budget, il n'y a plus les taux d'intérêt, il n'y a plus la monnaie. Qu'est-ce qui reste? Les salaires. Alors, au pays, il reste les salaires, et dans la concurrence libre et non faussée, ça veut dire faire baisser les salaires. Voilà. Deuxième scandale. Troisième scandale, ce texte du traité européen simplifié empêche la Banque centrale, de faire des avances au trésor des pays que les États peuvent utiliser pour faire du crédit productif public, c'est-à-dire financer de grands projets sans intérêt ou à très faible taux d'intérêt et à long terme. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les États qui n'ont plus le contrôle en fait de l'émission de leur monnaie doivent emprunter pour faire leurs projets à des taux d'intérêt ruineux auprès d'établissements financiers qui vont de cette manière aussi enrichir. C'est scandaleux. Ou bien alors, ils n'empruntent pas, mais alors il n'y a plus de grands projets. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de laboratoire, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de grands équipements de la nature, il n'y a plus de ports, il n'y a plus de barrages, il n'y a plus de centrales nucléaires. Voilà, on ne fait pas les choses à long terme. Et on dit, c'est fatal, il faut tout privatiser parce que le privé saura mieux faire que le public. Et on retrouve ce qu'on appelait à l'époque le consensus de Washington, qui disait,
libre circulation de tout, des hommes réduits à des marchandises et des capitaux financiers sans contrôle, privatisation et également des institutions bancaires qui ne soient plus contrôlées par les États. On a la Banque Centrale Européenne qui le représente et la Réserve Fédérale Américaine. Donc voilà ce système dans lequel il y a un dollar qui est émis dans le monde, qui n'est plus contrôlé par les autorités américaines depuis longtemps, mais qui devient de plus en plus un argent fictif, enrichissant ou créant des actifs fictifs. Donc, au virtuel dont je vous parlais tout à l'heure, dans la conception qu'ont les hommes, dans laquelle on met les hommes, dans laquelle on enfonce les hommes, essayant de créer une servitude volontaire, à ce virtuel correspond tout à fait l'émission de monnaie de singe et d'actifs fictifs. Voilà le point dans lequel nous sommes, de la crise, et contre lequel le traité de Lisbonne et l'Europe qu'on nous bâtit, non seulement ne pourra rien, mais nous enfoncera au moment même où il faudra en sortir. Dans ce cadre-là, comment est-ce que vous qualifieriez notamment les campagnes qu'on a pu faire sur le terrain, cantonales, ou alors même aussi le contexte général français au niveau des municipales, nationales? C'est une tâche d'éclaireur avec très peu de moyens dont on dispose, comme je le fais maintenant. On essaye d'attirer l'attention des citoyens sur les problèmes fondamentaux. Pourquoi ça leur tombe dessus? Et je dois dire, Tremonti, qui est le futur ministre de l'économie, dit-on, d'un gouvernement Berlusconi, peut-être d'une grande coalition en Italie, s'est montré malheureusement plus à gauche que Padoa Schioppa, qui est le ministre de la gauche de Prodi. Donc c'est incroyable, c'est le monde à l'envers, mais on est là, on en est là. Donc c'est un problème, parce qu'il y a un problème de la majorité, des majorités de droite, mais un problème des oppositions de gauche qui ont complètement perdu tout sens de ce qu'est une politique pour le peuple. Parce qu'elles se sont associées à une sorte de capitalisme financier, que même des gens qui opèrent sur les marchés financiers, je vais lire un texte dans la Tribune sur ça, attaquent et disent voilà, il y a un problème, c'est que la finance est devenue le prédateur, et que, comme un tigre, et que l'économie, c'est devenu sa victime. Donc il faudrait faire une constitution, une nouvelle constitution internationale, il l'appelle comme ça, pour que l'économie soit protégée de la finance. Mais voilà les bases du nouveau Bretton Woods. On en est là. Et les partis de gauche en France, à part des gens comme Rocard ou Larouturou, à part ça, ils ne mentionnent pas cette question. Ils tiennent des discours démagogiques, de très grande généralité, mais cette question fondamentale n'est pas abordée. Et c'est à mettre tout de suite sur la table. Bon, ce que je dis aujourd'hui, c'est que pour très rapidement, on s'en saisisse, et on s'en saisisse, si possible, dans ce qui est le parti de la justice sociale, de la production, qui devrait être le parti du capital humain et de l'investissement productif et de la production, ce parti-là, qui se réveille un peu. Jacques Cheminel, merci. Merci. Il y aurait encore, bien entendu, beaucoup à dire, et je crois qu'il faut surtout beaucoup faire.